Show revient pour une troisième partie. Place tout de suite à Face à l'info. Et dans Face à l'info ce soir, on s'intéresse à la militarisation de la France avec le président français Emmanuel Macron qui a dévoilé ce jeudi 27 novembre les contours d'un nouveau service national volontaire qui pourrait rassembler jusqu'à 50 000 jeunes en 2035 et constituer un vivier à mobiliser en cas de crise majeure. Cette déclaration intervient quelques jours après la déclaration polémique du chef d'état-major des armées qui a prévenu que la France devait se préparer à accepter de perdre ses enfants en cas d'affrontement avec la Russie. Regardez. Ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en règle. Alors cette déclaration n'a pas été bien accueillie par les Français, elle a fait beaucoup de bruit, Faisal Moutal. Absolument, l'opposition dans son ensemble, mais y compris les partis proches de la Macronie et du président Macron, donc ont dénoncé ces propos parce que ça dépasse les limites dans la Constitution française par rapport à un chef d'état-major, Fabien Mandon, donc il a fait peur aux Français. Il a fait peur par rapport à la Russie. Est-ce qu'un jour la Russie a menacé la France d'une guerre ? À ce jour. Vous aurez noté, on l'a déjà dit par le passé, que les Européens n'ont jamais voulu parler d'un plan de paix par rapport à l'Ukraine. C'est le plan de paix en Ukraine, c'est soutenu par les États-Unis, pas par l'Europe. Et ce discours de chef d'état-major n'est pas le premier, parce qu'il y a quelques jours, le 22 octobre 2025, il disait qu'il faut s'attendre à un choc avec la Russie dans 3 ou 4 ans. Et du coup, c'est, comme vous l'avez noté, Nouhed, c'est qu'il y a une militarisation. D'abord, ce discours belliciste, parce que c'est un discours belliciste, contre un autre pays. Et également, ça va aussi dans le sens d'une augmentation conséquente du budget de l'armée. La loi de programmation militaire, la LPM, qui va jusqu'à 2030, a prévu une augmentation très importante. C'est parmi les plus grandes dépenses militaires dans le monde. C'est plus de 413 milliards de dollars pour les prochaines années. Les objectifs de cette loi portent sur le renseignement. Le DGSE, qui est la Direction générale de la sécurité extérieure, va avoir presque 1 milliard de dollars ces prochaines années, en plus du renforcement de la dissuasion nucléaire, etc. C'est une militarisation claire et nette. Ça a été noté d'ailleurs par plusieurs experts et observateurs, qui est noté aussi dans d'autres pays européens, mais ça va à contresens du discours français par rapport aux autres pays, parce que quand les pays africains, les pays comme l'Algérie renforcent leur capacité militaire, renforcent aussi le budget militaire parce qu'il y a des menaces. L'Algérie est entourée de menaces dans la région sahélienne. Ça devient un problème, ça devient un pays qui menace, etc. Et donc effectivement, cette militarisation... Un État absolument, ça devient un État militaire, etc. Un régime militaire, alors qu'on a clairement un chef d'état-major qui demande aux Français de sacrifier leurs enfants. C'est du jamais vu depuis les années 40 en Europe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de l'opposition de gauche qui critique ce discours qui fait peur. Badis, un commentaire sur ce discours va-t-en-guerre du chef d'état-major des armées françaises. Bon, je pense que la France découvre quelques années de retard par rapport à l'Algérie, qu'effectivement aujourd'hui la centralité du militaire dans la défense de l'intérêt de la nation est primordiale et stratégique, d'une part. D'autre part aussi, la France d'ailleurs qui fait figure exceptionnelle notamment au sein de l'Union européenne, puisque ça a été évoqué, le programme le militaire, notamment la programmation militaire 2024-2030, qui se chiffre à plus de 413 milliards, plus 40% d'augmentation. D'accord ? D'une part, 2,2% notamment du PIB de la France de 2025, ce qui représente plus de 69 milliards d'euros d'investissement, notamment militaire. C'est pour dire qu'effectivement, la priorité aujourd'hui pour la France, c'est non pas la militarisation, mais c'est quasiment une société civile militaire aujourd'hui, puisqu'on parle effectivement de sacrifier les enfants pour l'intérêt de la nation. Donc ce méli-mélo, si vous voulez, entre le discours militaire qui aujourd'hui vient sur l'agora politique, dans le discours public. C'est un chef d'état-major qui le dit. Donc ça fait polémique, mais en même temps, ce qu'on reprochait à l'Algérie il y a quelques années, y compris à ce jour, aujourd'hui s'avère une réalité française. C'est aussi encore le paradoxe et ce côté un peu néocolonialiste, moralisateur d'autres pays. Encore une fois, l'Algérie a démontré qu'elle était
on avance d'abord, d'une part, et d'autre part aussi, aujourd'hui, l'investissement dans l'armée est une question vitale. Ce n'est pas une option, c'est une question vitale, nous l'avons vu. Effectivement, même si Emmanuel Macron se veut ou se voit être ce rempart contre la Russie, un rempart chimérique, hein, c'est un peu Don Quichotte contre les moulins à vent, mais encore une fois, il est rattrapé par cette réalité, dure pour lui, dure pour la France, dure aussi pour la population française. Nous avons vu la polémique qui a suscité justement ce discours, qui a été surenchéri par un autre général notamment, et on a constaté qu'ils font de plus en plus les tours de plateau des médias français. D'une part. D'autre part aussi, je rappelle que la France aujourd'hui a augmenté son budget plus vite que tous les autres pays de l'OTAN et non-OTAN. C'est pour dire qu'effectivement, elle est dans une course de production, de doublement, de triplé de production. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, il y a quelques mois, avait évoqué quoi ? Un nouveau vocable dans le discours politique français, c'est l'économie de guerre. Donc l'économie de guerre, c'est quoi ? C'est préparer le subconscient de la population française à être constamment dans une posture de guerre. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de nous ont reçu ce mail notamment de kits de survie et autres. Encore une fois, c'est une guerre chimérique et Emmanuel Macron essaye peut-être par ce délitement, cette déliquescence politique nationale au sein de la France pour trouver un échappatoire, pour trouver une espèce de fuite en avant. Encore une fois, mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui en tant qu'Algérien, c'est que l'Algérie, on lui a reproché justement cette posture ô combien indispensable et vitale que la France aujourd'hui a l'air d'emboîter et surtout de renforcer. Mais du coup, la société française aujourd'hui est affolée par ce risque de conflit. Alors, n'oublions pas que la France n'a pas les moyens de ses ambitions de militarisation. Excuse-moi, Badis, moi, j'ai jamais entendu notre chef d'état-major dire préparez vos enfants à aller au combat et mourir. Excuse-moi, hein, j'ai 41 ans dans 2 mois. J'ai jamais entendu ça. Je suis désolé de le dire. Hein. Je suis de 85, de 1985. Donc quand tu entends le chef d'état-major dire à ses concitoyens français, préparez-vous, on doit envoyer vos enfants au front dans pas longtemps, ça glace le sang, de 1, et de 2, on voit comme quoi c'est une fuite en avant terrible. On rentre dans du n'importe quoi. En 2022, quand il y a eu le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il disait comme quoi avant 2024, il allait y avoir une guerre européenne complète. Ils l'avaient aussi dit. Ils avaient aussi dit comme quoi il fallait absolument battre l'ogre, entre guillemets, russe, ce qui a été une ineptie totale. Je suis désolé de le dire. Quand on fait une vente de 100 Rafales imaginaires à l'Ukraine à crédit, alors qu'un Rafale met 3 ans à être construit, ça aussi, je suis désolé de le dire, on se moque du peuple. Ça, plus ça, c'est une fuite en avant complète. Et encore une fois, je reprends cette expression qui est quand même assez explicative. Quand un clown rentre dans un château, le clown ne devient pas roi, c'est le château qui devient un cirque. On est en plein cirque. C'est un cirque ce qui se passe actuellement. Il y a tout qui est dit et n'importe quoi. On n'imagine pas, je suis désolé de le dire, nous on se fait traiter de régime militaire alors qu'on a une armée de défense nationale pour préserver un pays continent qui est 5 fois plus grand que la France et où on n'envoie pas nos hommes justement dans des guerres hors territoire national. On envoie nos soldats pour protéger uniquement nos frontières, rien de plus. Donc à un moment, qui est l'État militaire et qui est l'État civil? Il faudrait savoir se poser les bonnes questions. C'est une manière de faire diversion aussi, Mahdi, parce que la situation économique et sociale est désastreuse en France, tout le monde le sait. Vous parlez tout à l'heure, Mahdi, de 3 400 milliards d'euros de déficit budgétaire, des problèmes évoqués par les partis comme les syndicats, des personnes qui sortent leur repas, des personnes qui n'ont pas le moyen de payer le carburant, etc. Parce qu'il y a une situation sociale très très pénible, une situation politique aussi compliquée depuis les dernières législatives. Donc on paye des versions par rapport à un pays comme la Russie, et certains se sont imaginés que la France, parce que dans la loi évoquée par Badis, la loi sur la programmation militaire, il est dit que la France doit faire face à des nouvelles menaces et se faire respecter. Mais parce justement, est-ce que la France compte justement utiliser ce retour du
du service militaire volontaire, comme l'a dit Emmanuel Macron, comme une arme de dissuasion à ce risque de conflit. Oui, c'est pour faire peur. Ils pensent faire peur à la Russie. Bon, on peut blaguer là-dessus, avec 50 000 jeunes qui sont mobilisables à partir de l'été 2026, parce qu'en France, il y a aussi une autre forme de mobilisation qui dit pas son nom, c'est les journées de citoyennes, de mobilisation, etc. Ça veut dire que c'est un État qui se militarise dans l'esprit, parce que pour éloigner le débat démocratique sur le déclin industriel de la France, le déclin culturel, etc., et l'incapacité à s'adapter dans un espace européen de plus en plus instable, notamment avec la guerre de grande intensité qui est la guerre en Ukraine. Il faut rappeler que le premier mandat d'Emmanuel Macron avait commencé par un clash entre lui et l'ancien chef d'état-major. C'est-à-dire que dès le début, Emmanuel Macron était très mal à l'aise face à l'institution militaire. Bon, il y a eu l'opération spéciale russe en Ukraine, qui a peut-être fait... il y a une prise de conscience. Mais je pense que la prise de conscience, ce n'est pas... En fait, la Russie n'a jamais été l'ennemi direct de la France. La France a deux ennemis historiques, c'est l'Allemagne et l'Angleterre. Et le fait qu'une France soit affaiblie financièrement, économiquement... militairement non, c'est-à-dire avec peut-être une volonté de rester forte militairement, c'est surtout face à la montée en puissance de l'Allemagne. Puisque c'est ça qui doit beaucoup gêner les Français dans la situation actuelle. Et je pense que c'est ça un peu le grand malaise qu'il y a en France. Et je voudrais dire aussi une chose, c'est que quand on parle de service militaire, etc., en fait, l'essentiel, la force de frappe en termes d'hommes de la France, c'est la Légion étrangère. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en cas de conflit, on va envoyer des étrangers. Il ne faut pas oublier aussi que cette institution, la Légion étrangère, c'est une forme, en fait, qui a donné un statut légal à du mercenariat. Et c'est ça, c'est sur ça que repose la force de frappe en termes d'hommes. Bien sûr, il y a de grandes unités dans l'armée française, mais ceux qu'on va envoyer au front, ça va être des étrangers. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la France, elle peut aujourd'hui se permettre de remettre en place ce service militaire alors que sa dette est exorbitante? On rappelle qu'en 1997, Chirac avait justement enlevé ce service militaire parce qu'il jugeait qu'il était trop cher. Ce n'est pas un service militaire obligatoire, il est volontaire. Maintenant, il est volontaire. Je pense qu'elle pourrait... il est volontaire, mais même, parce que coûter de l'argent. Absolument, c'est inscrit dans la loi de programmation militaire, et Tarek a raison, parce que dans les objectifs de cette loi militaire, il est dit que la France doit rester parmi les premières puissances militaires. D'où cette mobilisation de la jeunesse, elle fait en fait, elle complète un discours anti-jeune mené par l'extrême droite. Mais comment justement convaincre cette jeunesse de faire leur service militaire alors qu'au niveau des états-majors, ils changent à chaque fois? Absolument, ils changent à chaque fois. Et est-ce que les jeunes Français sont déjà intéressés par son programme de Macron et par les menaces du chef d'état-major de l'armée? Le discours anti-jeune mené par l'extrême droite, on reproche à la jeune française, aux jeunes Français d'être trop pro-palestinien, d'être trop wokiste, ça veut dire trop de la gauche, de trop dépendre, d'être antisémite, parce qu'on l'a entendu ces derniers jours. Et ça continue, parce que curieusement, après le discours du chef d'état-major et du président Macron, on a eu plusieurs plateaux de télévision et des tribunes dans les journaux où justement on évoquait cette jeunesse française qui serait démobilisée, qui serait contre sa patrie française, qui voudrait vivre à l'étranger, etc. C'est peut-être l'objectif, en plus d'être militaire ou supposé être militaire, l'objectif est également politique. Très bien. Les Émirats arabes unis, une nouvelle fois pointés du doigt, messieurs, en matière d'ingérence étrangère en France. Abu Dhabi est justement accusé d'être de connivence avec le Rassemblement national. Faisal, vous avez les détails. Oui, absolument, le Rassemblement national, parce qu'il y a beaucoup de rapprochements, curieux rapprochements. Il faut rappeler seulement qu'en juin 2025, Jordan Bardella, qui est donc le patron du Rassemblement national, a fait un voyage dans la discrétion la plus totale à Abu Dhabi. Il est resté 3 jours et ça a été facilité par un certain Thierry Mariani, qui vous rappelle sûrement quelque chose. Thierry Mariani, c'est lui qui connecte le réseau de l'extrême droite française avec certains pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis. Il faut rappeler que par le passé, Nouhed, en 2017, les Émirats arabes unis, à travers une banque,
a financé le Front National à l'époque, en 2017, parce qu'il était déficitaire, parce qu'à l'époque, le Front National allait déposer le bilan et allait fermer boutique. Il se trouve que l'argent émirati a servi de sauver ce parti avec 8 milliards d'euros à l'époque. Et donc ça a permis ce parti de rester, parce que l'extrême droite, notamment le Rassemblement national, n'hésite pas à trouver de l'argent là où il le trouve. Il peut le trouver dans certains pays africains, il peut le trouver aux Émirats arabes unis, mais les Arabes unis ont d'autres projets, notamment en France, pour cibler notamment la communauté algérienne. Parce que les attaques menées par l'extrême droite et par plusieurs voix en France contre les Algériens de France viennent parce qu'ils sont financés partiellement par l'argent émirati à travers les organisations, à travers des associations, à travers les partis. Et ce financement va augmenter à l'approche des élections, des prochaines élections présidentielles françaises. Et c'est dit par une partie de la presse française, par exemple RTL, souligne le fait que l'argent émirati sera présent lors de la prochaine élection présidentielle, parce que les Émirats arabes unis, ils ont un projet bien défini par rapport à la France et sa position donc, comme un pays européen qui a des rapports avec certains pays, notamment l'Algérie. Il faut rappeler une chose fondamentale. Le Rassemblement national, c'est un proxy quelque part, j'ai envie de te dire, puisque les Émirats arabes unis, finalement, tissent des liens, notamment d'union machiavélique, avec toute l'extrême droite de l'Europe. Ça a été démontré dans d'autres pays. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, et d'ailleurs je pense que la une est très parlante, c'est que les Émirats arabes unis ont trouvé dans le Rassemblement national aujourd'hui, l'extrême droite française, un soldat, je dirais, politique. Et entendons-nous, c'est pas l'immigration, c'est pas le Qatar, c'est pas d'autres aspects, c'est bien évidemment l'Algérie qui aujourd'hui est la cible principale de cette alliance, encore une fois, diabolique. Et d'ailleurs, ça a commencé bien avant. Dès 2014-2015, il y avait des rencontres secrètes, parfois officielles, parfois informelles, mais qui ont toujours pour but, effectivement, de mettre en exergue ou de vouloir cibler l'Algérie tant bien que mal. Et je reviens un peu sur peut-être une actualité beaucoup plus contemporaine et aujourd'hui que nous avons vu il y a quelques jours, sur rappelez-vous, le sondage IFOP pour l'islamisme en France. D'abord, c'est Mediapart qui le dit, c'est pas moi, qu'effectivement il y a je dirais une action secrète de la part des Émirats arabes unis qui a été démontrée, qui a été même relayée par plusieurs responsables politiques. Mais moi j'ai été plus loin dans l'investigation et qu'est-ce que je découvre ? Je découvre effectivement que ce sondage qui a fait beaucoup de polémiques, il a coulé beaucoup d'encre, notamment dans la stigmatisation des musulmans et la stigmatisation aussi des Algériens. Il faut mettre dans le contexte chronologique notamment, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une crise alimentée par justement des proxys du Rassemblement national, par aussi des gens qui étaient en quête, comme tu disais tout à l'heure, de financement, parce qu'une campagne, ça coûte cher, et en plus, on est à la veille de campagnes d'élections municipales et des élections, notamment présidentielles. Donc, effectivement, on a besoin d'aller chercher l'argent là où il se trouve, quitte à avoir un pacte avec le diable. Quoique, tous deux sont des diables. Maintenant, je reviens sur ce sondage. Qu'est-ce qu'il nous apprend aujourd'hui ? C'est un sondage, d'abord, qui a été commandité par ce qu'on appelle la revue Écran de veille. Écran de veille, c'est quoi ? Le propriétaire rédacteur en chef est un certain Atman Tazrart. Atman Tazrart, qui est un franco-algérien, mais qui est plutôt un relais intellectuel francophone, notamment du narratif émirati. Vous allez voir sa revue, c'est l'édito pro-émirati jour et nuit. Et c'est un édito anti-islam, anti-immigration, et qui est relayé d'ailleurs systématiquement par qui ? Par les députés du Rassemblement national. Donc c'est lui qui a commandité ce sondage, mais cette revue également est financée par qui ? À votre avis, par les Émirats arabes unis. Donc vous voyez bien que la boucle est bouclée. C'est, je dirais, non pas un écran de veille, mais un écran de fumée aujourd'hui, puisqu'il cache autre chose, à savoir un projet pernicieux contre les intérêts de l'Algérie, contre l'immigration, plus particulièrement algérienne, puisque à chaque fois on voit que cette algérophobie, mais cette nostalgie de l'Algérie française du Rassemblement national est illustrée par effectivement ce type d'article qui va à l'encontre des valeurs, entre parenthèses, de liberté, d'égalité, de fraternité qui sont restées théoriques. Et puis aussi, j'ai un relais intellectuel, mais aussi je dirais, pivot narratif entre les réseaux émiratis et l'extrême droite. Donc ce personnage
sulfureux qui a été d'ailleurs à maintes reprises demandé par certains médias dont des cadres d'enquête, a toujours décliné et a toujours nié son accointance et sa collusion avec notamment les Émirats arabes unis. Donc on voit bien qu'effectivement, ils essayent de trouver par tous les moyens, tous les leviers, tous les relais, y compris parfois certains qui ont préféré de vendre leur âme au diable, et surtout aussi se mettre à l'encontre notamment de l'intérêt de leur pays d'origine. Et de leurs propres convictions, Badis, parce que quand on parle de Marine Le Pen et du Rassemblement national, ils ont une haine viscérale contre les Arabes et les musulmans, on le sait. Mais là, lorsqu'il s'agit de faire un pacte avec quelqu'un, on fait un pacte avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, à savoir les Émirats arabes unis. Ils cherchent d'argent. En plus de la revue évoquée par Badis, c'est une revue qui est connue par des attaques permanentes contre l'Algérie, contre le Qatar et contre la Turquie. Curieusement, ça veut dire que c'est la ligne anti-Émirats arabes unis. Et il y avait un autre homme, si vous permettez, pour parler du Rassemblement national et le lien avec les Émirats arabes unis, comment ils ramènent l'argent. Il y a un homme qui s'appelle Laurent Pouchet. C'est un homme d'affaires qui est très peu connu, mais qui a fait fortune en Afrique, notamment en République centrafricaine. C'est lui qui est le facilitateur. Et c'est écrit par certains médias français, facilitateur de l'argent qu'obtient le Rassemblement national aux Émirats arabes unis et dans certains pays africains pour financer leurs opérations, contre bien sûr des contreparties. Il se trouve que cet homme, c'est le nouveau représentant de la France-Afrique, qui a été défendu parce que les parlementaires français ont voulu le convoquer pour parler un peu de ses activités louches par rapport aux Émirats, par rapport aux pays africains. C'est le président Macron lui-même qui le défend. Et il est impliqué dans tout ce qui est paiement de rançon, Absolument, toutes les opérations clandestines, les opérations louches, en grande partie. Je pense très sincèrement que la une du Moudjahid est très explicite. Quand tu fais une alliance entre l'extrême droite islamophobe française et les pyromanes émiratis, le chaos c'est mieux à deux. Le chaos, les Émiratis, on sait qu'ils le mettent là où il passe. La paix trépasse, je l'ai déjà dit, je le redirai autant de fois qu'il le faut. Et en France, le Rassemblement national ne fait qu'allumer des braises partout, sur tous les sujets qu'il y a en France pour justement, on va dire, se donner une sorte d'importance. En France, les gens, nous sommes le 30 novembre, les gens dorment dehors. Il y a plus de 3000 enfants qui dorment dehors à Paris. Il fait froid, malgré ça, les gens continuent à dormir dehors. Les gens n'ont plus de quoi vivre, les gens n'ont plus de quoi se chauffer. Le carburant est à 2 € le litre. Et tu entends du matin au soir le Rassemblement national et ses sbires ne te parler que d'immigration, d'islam, d'Algérie, du matin au soir. Alors que le véritable problème des Français est bien ailleurs. Il est dans le pouvoir d'achat, il est dans les énergies, il est dans le logement, il est dans l'éducation, il est dans la sécurité. Il ne te parle que de sujets qui n'ont rien à voir avec les besoins de leurs concitoyens. Et les Émiratis, c'est exactement la même chose, ils utilisent exactement la même méthode. C'est-à-dire qu'ils se mettent partout, ils fouinent partout, ils créent, là où ils passent, ils créent justement des tensions, où ça crée des guerres, où ça crée des morts. Le Soudan en est aujourd'hui, en 2025, le 30 novembre, le plus bel, excusez-moi l'expression, entre le plus bel exemple, entre guillemets le plus bel exemple, mais l'exemple le plus macabre justement de ce que fait de ce que font les Émirats arabes unis pour piller les richesses justement du peuple frère soudanais. Donc c'est ça, c'est le devoir qu'ils ont commun de néant et de destruction après eux. Et c'est ça qui est très dangereux. Et leur alliance est très dangereuse. Il est évident aujourd'hui, entendons-nous autour de sa table, qu'au vu de ce projet hostile, systématique, systémique, caractérisé qui plus est, avec des preuves tangibles contre les intérêts de l'Algérie, qu'une rupture de relation devient inévitable, devient incontournable. C'est clair, net et précis. Avec les Émirats. Avec les Émirats. Les Émirats arabes unis. Leur technique est connue, hein, entre la drogue, la fausse monnaie. Exactement. Voilà. Ils sont impliqués également dans la déstabilisation de l'Afrique du Nord. Ils font de la déstabilisation par tous les moyens. Ils créent tous les moyens justement de déstabilisation dans tous les pays où ils vont, ou dans tous les pays qu'ils essayent justement de rentrer dedans par des méthodes qui sont connues de tous. En l'occurrence, investir massivement dans de la drogue et faire rentrer justement de la drogue par tous les moyens, faire de la fausse monnaie, etc. Donc on connaît leurs méthodes véreuses. Je voudrais revenir sur la question du financement étranger, puisque c'est ça en réalité, le financement étranger du Front National, puisque ça reste le Front National, qu'on ne veuille ou pas. Oh oui, de toute façon. Ils ont changé l'appellation. L'ADN est là, donc l'ADN est là, exactement. Il n'y a rien à dire.
le Front National, depuis Le Pen, depuis les premières années, a toujours eu cette capacité d'aller chercher l'argent anglais. Et l'article de Moudjahid l'explique très bien. Article écrit par notre confrère Brahim Tahroub. Donc, il y a eu Saddam, il y a eu Bachar, Assad, il y a eu Kadhafi, et puis récemment aussi la Russie. Mais moi, ce que je voudrais savoir, je pose la question en toute naïveté, que dit la loi française, que dit le droit français par rapport à ça? Est-ce que c'est permis, c'est pas permis? Il n'y a pas eu de réaction finalement de la justice. Il n'y a pas eu de réaction, ils ne vont pas jamais réagir. Parce qu'il y a des relais, pardon, Badis, il y a des relais qui dépendent aussi. Parce qu'il faut dire que dans l'établissement français, dans l'appareil politique et administratif français, il y a aussi des adeptes et des amis du Rassemblement national, mais également des Émirats. Parce que les Émirats, ils se sont filtrés partout, à travers les sociétés civiles, à travers l'association, à travers les partis. Mais quand il y a des transferts de fonds, ta question elle est pertinente, je vais y répondre. Oui. D'ailleurs, ça nous renvoie sur ce paradoxe. Les transferts de financement, notamment étrangers, quels qu'ils soient d'ailleurs, quelle qu'elle soit l'origine, sont considérés comme suspects, notamment puisqu'il y a de l'ingérence dans la classe politique, notamment française. Et elle est condamnable, qui plus est. Tu fais bien de le rappeler. Maintenant, là où il y a un double standard, c'est que autant, et loin de moi de protéger ou de défendre cette énergumène qui s'appelle Marine Le Pen et son parti de voleurs, mais quand il s'agissait de financement russe, là, effectivement, ils ont diligenté une enquête. Elle a été poursuivie. Elle a été poursuivie dans ce sens. Et elle a été d'ailleurs dans l'obligation de rembourser rapidement selon un échéancier très intensif. Autant sur le financement émirati, là, silence radio. Donc en fait, c'est quand ça les arrange. Pour revenir à la question de la drogue, parce que je voulais citer une enquête qui a été menée par l'agence France Presse par rapport à Zimmer Arbini, le rapport au trafic de drogue. Les plus gros bonnets des trafics de la cocaïne ne sont pas en Colombie, ne sont pas en Amérique du Sud, mais ils sont à Abu Dhabi et à Dubaï. Dubaï est considéré comme l'une des plus grandes plateformes mondiales de blanchiment d'argent. Il se trouve que l'immobilier représente 10% du PIB de Dubaï, donc ces gros bonnets qui viennent de Colombie, mais ils viennent aussi du Maroc. Parce qu'il y a deux grands barons de la drogue, il y a leur nom, Radouane Tari et Saïd Lazouri, qui sont recherchés par la police hollandaise, parce qu'il se trouve que les Pays-Bas et la Belgique, c'est les plaques tournantes du trafic de drogue en Europe, connectés avec l'Espagne, mais également avec Abu Dhabi. Et donc, et le GAFI, qui est le groupe international qui lutte contre le blanchiment d'argent, a classé à un moment donné, en 2022, les Émirats arabes unis dans la zone grise, c'est un pays où il y a le blanchiment d'argent, où il n'y a pas de mesures efficaces, mais il a tout de suite déclassé 2 ans après, critiqué par les experts de l'ONU, les experts spécialisés dans le domaine. Donc les Émirats arabes unis sont bien au cœur de ce trafic, qui est lié à un autre trafic, celui de l'or. 25% de l'or vendu dans le monde passe par Abu Dhabi et Dubaï. Une grande partie de cet or vient des zones africaines, aidées par des réseaux mafieux, des réseaux terroristes, absolument, qui sont soutenus par les Émirats arabes unis. Juste aussi, un autre chiffre très important, quand tu parles du Maroc. Le Maroc, c'est aujourd'hui plus de 60 tonnes de résine saisies en Algérie, dont 80% proviennent d'où? Proviennent du Maroc. Oui. Donc il y a une volonté d'asphyxier tant par la résine, mais aussi les psychotropes. Psychotropes, un phénomène qui est devenu très présent notamment, et c'est pour casser un peu la base, le socle d'une société, à savoir sa jeunesse. Or, la réponse de l'Algérie, c'est quoi? C'est la loi, c'est la rigueur, c'est la stabilité. Je peux juste justement sur cette question, toujours en toute naïveté, j'aborde le sujet. Vous êtes très naïf ce soir. Particulièrement. Je n'ai pas entendu un seul responsable français ces dernières années pointer du doigt le Maroc, premier producteur de résine de cannabis. Le plus grand producteur. Le premier producteur mondial de résine de cannabis. Alors que tous les jours, ils disent lutter contre le trafic de drogue et en premier lieu du cannabis, du trafic de cannabis. Mais à aucun moment, aucun responsable politique français, c'est-à-dire au sein du gouvernement ou même dans l'opposition, ne dit « cette drogue vient du Maroc ». À aucun moment. Donc, comme je disais en toute naïveté... Par contre, plusieurs politiques ont parlé des pots de Morgen qui sont arrivés à Marseille, qui sont arrivés à Marseille en palette et qui sont des produits très toxiques et très dangereux. Voilà, le 2 poids 2 mesures français dans toute sa splendeur. Mais n'oublie pas une chose aussi très importante. Ils en parlent pas aussi. C'est parce que c'est une économie à part entière. Totalement. Oui.
C'est une économie. Totalement. officielle. Qui est au sommet de la pyramide de cette économie, bien sûr, c'est le roi, Bien sûr. la famille royale. Il y a des dividendes. Évidemment. Et pour parler de psychotropes, il y a beaucoup de rapports aussi mondiaux qui évoquent l'existence de bateaux-usines en Méditerranée, financés par les Émirats arabes unis, entre autres, qui on voit ces produits, ces produits toxiques comme la brigabaline, qui est le Lyrica, et aussi une nouvelle drogue qui est entrée dans le marché algérien, et ça a été évoqué par la presse nationale, c'est le GHB, c'est la drogue du viol. D'ailleurs, le Wali de Radaya a fait une alerte par rapport à ça, parce qu'ils ont trouvé de grosses quantités dans le sud. Une grande partie de ce trafic de drogue, financé et soutenu par les Émirats arabes unis, entre à travers les frontières du sud et également à travers les frontières de l'Est. Merci Faisal Matawi. On rappelle également que les Émirats ont également un lien avec les narcotrafiquants sud-américains. Voilà, c'est la fin donc de cette première partie de Face à l'info. On revient tout de suite.